Votre rendez-vous avec l'actualité, c'est maintenant sur ATV. Bonsoir à tous. À la une ce vendredi 12 décembre, dernier jour du procès de Johan Cupit, le parquet a requis la peine maximale contre l'accusé, 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de sûreté incompressible. Nous ferons le point sur cette dernière audience dès le début de cette édition. Face au boom de la location saisonnière, la filière touristique se structure en Martinique. Pour encadrer et former les professionnels du secteur, un rendez-vous était donné aujourd'hui dans le sud de l'île. Et puis l'événement de ce samedi, en Tchèque Anticla, la tournée de Noël d'ATV pose ses valises au Vauclin. Pour en parler, nous recevrons dans quelques instants Jean-Michel Théobald, chanteur lead de Yamsasa. Le verdict du procès de Johan Cupit est tombé cet après-midi devant la cour d'assises de Fort-de-France. Le procureur a requis 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 20 ans incompressible à l'encontre de l'accusé. L'homme est jugé depuis lundi pour avoir immolé sa compagne, Aurélia Biron, le 10 novembre 2019. Retour sur cette dernière journée d'audience avec Yvan Lemar. Pour ce troisième et dernier jour d'audience, les ultimes témoignages ont été lus à la cour. Johan Cupit a ensuite été appelé à la barre pour répondre aux dernières questions des différentes parties avant de laisser place aux plaidoiries. Les parties civiles ont souligné les incohérences dans les propos de l'accusé, évoquant une relation marquée par l'emprise et des violences régulières exercées sur Aurélia Biron avant le drame. Nous avons pu faire valoir le préjudice de la famille proche d'Aurélia. Nous avons pu parler en son nom puisqu'elle n'est plus là pour en discuter. Nous avons pu tirer les conséquences du maintien dans le déni de l'accusé et pouvoir plaider au regard de ce qu'il y a dans le dossier et qui, à notre sens, ne laisse aucun doute sur ce qui s'est passé ce 10 novembre 2019. Aurélia n'est pas là pour porter sa voix, elle n'est plus là. Et c'est ce pourquoi nous, toutes les avocates des parties civiles, on a pu agir dans le cadre de ce procès. L'humain, c'est véritablement de dire et de constater que dans toute cette histoire, malheureusement, Aurélia, il a semblé qu'elle a souhaité à un moment donné peut-être s'affranchir de cette relation qui finalement lui faisait plus de mal qu'autre chose, que ça a été délicat et que ça a été en réalité impossible. De son côté, la défense maintient la thèse de l'accident, mettant en avant le manque de crédibilité de certains témoignages et les doutes persistants malgré les expertises réalisées. Alors moi, je me suis évertué à expliquer que ce qu'il a dit, peut-être que c'est vrai, puisque nous n'étions pas là, mais à côté, il y a des éléments aussi qui vont à l'encontre. Mais simplement, j'ai essayé de montrer qu'il y avait aussi du côté des experts, quelques doutes eux-mêmes. Ils avaient des doutes pour aller jusqu'au bout. C'est finalement à la fin qu'ils ont décidé que c'est une immolation. L'avocat général a requis 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des 2/3, soit 20 ans incompressibles, une peine jugée insuffisante par la famille d'Aurélia Biron. C'est les experts qui nous disent la vérité, mais venant de sa bouche, nous, on n'est pas sûr en fait. On veut entendre de sa bouche vraiment ce qui s'est passé, ce qu'il a fait à notre sœur. Et les 30 ans de réclusion criminelle qu'on a requis, est-ce que c'est pour vous? C'est pas suffisant. Moi, je trouve que c'est pas suffisant. C'est pour moi, elle aurait pu avoir une peine de mort. Je pardon. Lors de sa dernière prise de parole, Johan Cupit a rappelé ses démarches de réinsertion engagées durant sa détention et a présenté ses excuses à la famille d'Aurélia Biron avant de conclure « J'espère qu'un jour, vous pourrez me pardonner ». Et le verdict vient tout juste de tomber dans cette affaire. Johan Cupit est condamné à 30 ans de réclusion et 20 ans incompressibles, comme le réclamait le parquet. C'est une activité en plein essor, notamment avec les locations de courte durée. Les conciergeries locatives se développent. Pour le comité martiniquais du tourisme, cette expansion doit passer par la structuration et la professionnalisation de toute une filière. C'était l'objectif du 3e rendez-vous des conciergeries locatives à Rivière-Salée. Le reportage de Louis Sabas. Dernière inspection pour Marie. Dans quelques heures, des touristes prendront possession des lieux. La responsable de conciergerie s'assure que leur entrée se fasse dans les meilleures conditions. On s'assure qu'il n'y a pas une miette de pain, qu'il n'y a pas d'insectes, je ne sais où. Et puis en général, les femmes de ménage, elles laissent tout ouvert pour que ça puisse s'aérer. Donc on vérifie qu'il y a la vaisselle en quantité, que tout est propre et que tout est OK pour les voyageurs. Marie s'occupe de plusieurs biens locatifs, entre accueil de la clientèle, vérification du ménage, du linge de maison ou la gestion d'imprévus. Elle a fort à faire depuis qu'elle a commencé la conciergerie locative il y a 1 an. Que cela soit pour la clientèle locale, nationale ou internationale,
Elle constate une demande toujours plus qualitative du service. On sait que la clientèle nord-américaine est effectivement exigeante, de plus en plus exigeante, et c'est vrai que c'est là tout l'intérêt d'une conciergerie, en fait, c'est de faire en sorte que tout soit nickel dès le départ, qu'il n'y ait pas de choses à revoir en cours de séjour pour vraiment apporter une satisfaction client, et surtout de le faire comprendre aux propriétaires qui très souvent n'ont pas forcément la conscience de ça, parce qu'ils ne sont pas du métier tout simplement. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de voyager ou qu'on a été un petit peu ailleurs, on se rend compte que le niveau de service en Martinique peut être amélioré. Près de 90 conciergeries locatives sont recensées en Martinique, un secteur touristique en plein essor, que le comité martiniquais du tourisme souhaite développer à travers un plan d'accompagnement et de formation présenté aux acteurs du secteur. Une étape stratégique pour la qualité de l'accueil en Martinique. On est obligé aujourd'hui sur la conciergerie et sur les meublés de faire de la qualité. Il faut savoir que 54% de la clientèle va maintenant dans des meublés au niveau touristique et plus que 20% dans les hôtels. Le travail que nous avons fait avec eux, parce que c'est un travail de co-construction sur un parcours d'accompagnement, un parcours de professionnalisation, un parcours dans lequel il y a un volet de formation très très important qui montera sur bien sûr les métiers du welcoming, des métiers de la commercialisation et puis des métiers aussi bien sûr de l'intendance qui sont essentiels et puis aussi sur comment les choses se développent aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec d'autres méthodes pour automatiser et optimiser finalement leur mode de fonctionnement. Le plan d'accompagnement intègre aussi les entreprises sur leurs besoins stratégiques de marketing ou d'organisation entre autres. Cela pour renforcer et restructurer une filière à haut potentiel de développement économique. Toujours est-il que quand vous avez près de 9000 meublés sur le territoire et que finalement, justement, ces 9000 meublés-là, si vous avez 80 acteurs de la conciergerie en face, ça veut dire que là, concrètement, il y a encore un potentiel. Et il y a un potentiel très important en termes de développement pour nous, pour que finalement, l'offre de meublés soit vraiment suivie et soit de qualité aussi pour les touristes qui vont venir. Donc, pour nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'informer le plus possible. C'est clairement dans un objectif d'attractivité. Plus notre territoire permettra et proposera des expériences de bonne qualité et des expériences optimales pour le client et le client touristique. Et bien sûr, forcément, mieux ça sera pour tout le monde. Les formations des professionnels de la conciergerie locative devraient débuter en mai 2026. Nous vous en parlions hier, le monde numérique évolue à la vitesse grand V. Pour rester dans la course et ne laisser personne de côté, se former est aujourd'hui essentiel. C'est le thème de la 4e édition du NEC Martinique où les acteurs publics et privés étaient invités à échanger sur la cybersécurité, l'IA et surtout l'inclusion numérique. Les détails avec Luce Sabas. Lors de la 2e édition du NEC, nous avons mené une étude et nous avons pu constater la même étude qui a été menée dans plusieurs régions de France. Nous avons pu constater que 7 Martiniquais sur 10 étaient en situation de fragilité numérique, donc éloignés du numérique. Donc c'est important pour nous de nous mettre ensemble pour réduire cette fracture numérique. C'est important parce que nous cumulons en fait les fragilités. Nous avons quand même plus de 30% de taux de pauvreté en Martinique. Nous avons des problèmes de mobilité, nous avons un tissu économique qui est très fragile avec de très petites entreprises, des jeunes aussi qui sont au décrochage scolaire. Nous accompagnons par exemple sur le centre de la Martinique plus de 5000 jeunes au niveau de la mission locale du centre. Au niveau de la Martinique, c'est 13 000 jeunes et nous constatons en accompagnant ces jeunes qui sont éloignés. Ils ont cette faculté de l'usage numérique dans un usage de loisir, mais quand il s'agit d'en faire un outil professionnel pour obtenir un emploi, pour obtenir une formation, pour obtenir un document et même pour avoir accès à leurs droits, ils ne sont pas outillés, ils ne peuvent pas l'utiliser. C'est un enjeu aussi sociétal parce qu'il y a quand même une vision mondiale qui veut que le numérique ait la voix. Et nous, Martiniquais, nous ne pouvons pas en être exclus, mais nous devons y aller en toute sécurité. Et puis il y a un enjeu économique aussi, parce que le numérique peut donner accès à un marché mondial pour des personnes qui veulent vendre leurs produits sur certaines plateformes. Attention si vous devez prendre la mer ou vous rendre sur le littoral nord-atlantique, la prudence est de mise. Météo France a placé la Martinique en vigilance jaune pour vagues submersion. Des creux de 2,50 m à 3 m sont attendus dans la nuit avec des risques de submersion localisés. La mer devrait s'amortir demain en journée.
Cinéma maintenant, avec hier soir une avant-première très attendue. Le film Fursi, né libre, réalisé par Abdal Malik, a été présenté à Madiana au public martiniquais. L'œuvre cinématographique retrace l'histoire de l'esclave de la Réunion, devenu symbole de la lutte pour la liberté. Une production qui a largement conquis les premiers à l'avoir visionnée. Les images sont signées Samélé Lelofuti. Belle approche en tout cas, et voilà, c'est un film, voilà, il faut aller le voir parce que c'est un film vraiment une très belle histoire. On conserve encore un petit peu, mine de rien, un peu de rancœur, puisqu'on est encore tenu par notre histoire. Les choses ont changé, heureusement, il y a encore un gros travail à faire. Je trouve que c'est une belle piqûre de rappel d'ailleurs. Je pense qu'au vu de ce que nous vivons tous aujourd'hui, au vu de nos origines, eh bien, on a encore beaucoup de chemin à faire. Même si je ne pense pas être descendant d'esclavagistes, le fait d'être blanc, ça fait réfléchir. Silence! Fursi devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années. Cet acte d'affranchissement, même s'il existe, c'est qu'un bout de papier. Il dissimulait aussi des liens secrets avec la préceptrice Virginie Béga. Fursi se retrouve dans la position d'accusé alors qu'il vient réclamer sa liberté. Les esclaves n'attaquent jamais leur maître en justice. Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble. À voir et à revoir, parce qu'il y a un message très fort. Non à la violence, oui au droit. Enlève ces idées de haine, ces idées de violence, ça fait réfléchir. C'est puissant, voilà, c'est ce qui me vient, c'est le mot puissant, c'est la résilience de nos ancêtres. C'est un film très émouvant, vraiment, avec beaucoup de faits historiques. Et je crois que c'est important que chacun comprenne notre histoire, l'histoire multiple, l'histoire dramatique. Il est important qu'on puisse vraiment explorer avec toute la puissance du cinéma, toutes les formes d'héroïsme qui se sont tenues au fil de notre histoire. Merci infiniment. Cette exposition, le modèle noir de Jéricho Amatis, j'ai participé à cette exposition, j'ai travaillé sur le tableau de Pierre Puvis-Chavannes, le jeune noir à l'épée, etc. On était dans une période particulière parce que il y avait aussi, c'était l'affaire George Floyd, c'était l'époque aussi de l'affaire Adama Traoré, etc. Et à ce moment précis, il y a un producteur qui m'appelle, il s'appelle Étienne Comar, et il me dit voilà, je voudrais te parler d'un projet sur lequel je voudrais que tu travailles, que tu réalises. Et il me tend le livre de Mohamed Aïssaoui, 10 ans jour pour jour, après que les jeunes me l'aient tendu à La Réunion. Sauf que là, je savais exactement ce que je devais faire. Et pour moi, voilà, tout d'un coup, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. En fait, ce projet m'a cherché. Voilà comment s'est passé mon attachement à ce projet Fursi, né libre. Peut-on renoncer à sa liberté? Peut-on abandonner cet attribut fondamental de l'être humain? Elle a déferlé pour le plus grand bonheur des plus petits. La magie de Noël s'est installée au Diamant à l'occasion du Limin-Limier. C'est désormais une tradition de mettre les petits plats dans les grands pour lancer la période. Mascottes, jeux et grands goûters avec en point d'orgue l'illumination du sapin. Les images d'Axel Guiteau, commentées par Caril Chassol. Voiture commandée pour les plus petits, auto-tamponneuse pour les plus grands, ou encore puissance 4 géant, il y en avait pour tous les goûts à l'occasion de cette deuxième édition de Limin-Limier Noël. Des animations à destination des petits diamantinois notamment, qui leur ont, semble-t-il, plu. Moi je suis content parce que je me suis amusée, ça m'a plu, j'ai fait le puissance 4, je me suis amusée, j'ai chanté, j'ai fait du Bel Air. Je trouve que c'est bien organisé. Il y a un sapin et ils ont allumé les lumières et tout. Il y a une animation, on pouvait danser, on pouvait chanter. Goûter et distribution de bonbons étaient également au programme avant l'arrivée des mascottes Mickey et Minnie. Et le point d'orgue, l'illumination du sapin situé en face de la mairie du Diamant,
a connu un franc succès auprès des grands et des plus petits. C'est bien parce que c'est illuminé et puis c'est mon père qui a mis la lumière et c'est très bien de faire cette fête. Je trouve que c'est assez original et que ça change des autres sapins. Par exemple, les sapins avec des feuilles vertes ou bien au blanc. C'est magnifique. Ça illumine toute ma journée. Et ça me fait beaucoup du bien de les voir. Je trouve que ce sapin est extraordinaire. Il est bien lumineux, comme dit Ayana. Et avec les cadeaux, il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait tout son style. On a été victime de notre succès. Il fallait s'inscrire. Les enfants ne se sont pas, les parents n'ont pas inscrit. Mais ça s'est très, très bien terminé. Là, on a un petit de 12 ans qui est en train de faire un concours de chant. Donc vraiment, c'était un bon moment. C'est beaucoup d'énergie, mais on est très satisfait. C'est faire vivre une féerie lumineuse aux enfants, tout simplement un compte à rebours qui remet les lumières de la ville, voilà. Et en fait, ça fait le Limay Noël. Et les festivités de Noël se poursuivent demain au Diamant avec Miss et Pâté Nouan au marché, avant le village enchanté prévu le 21 décembre. Restons dans l'ambiance de Noël. Après le Diamant et Saint-Joseph, Antchek Anticla, le rendez-vous festif d'ATV se poursuit ce samedi au Vauclin. Pour en parler, nous recevons le leader et compositeur du groupe Yamsasa, Monsieur Jean-Michel Théobald. Monsieur Théobald, bonsoir. Bonsoir madame. On a vu des milliers de personnes au Diamant et à Saint-Joseph. Quel est votre ressenti sur cette communion avec le public après ces 2 premières dates ? C'est vrai que c'est super intéressant parce que le public, en fait, il attend ça. Et on a constaté que dès le Diamant, la première date, ils étaient là, ça commence normalement à 19h30, et ils étaient là dès 18h, les gens, ils attendaient, ils aiment, en fait, c'est notre patrimoine, hein, ils aiment ça, c'est le cantique, et donc ils attendent que ça, c'est le partage, le cantique, c'est ça. Demain, vous retournez dans le sud, au Vauclin. Est-ce que Yamsasa a préparé une touche particulière ou une surprise pour le public ? C'est-à-dire que, en fait, nous, Yamsasa, c'est l'esprit de Yamsasa, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Donc, ce qu'on fait avec le public, c'est que souvent, on partage avec eux, on leur explique déjà, on leur donne quel cantique on va jouer, d'accord, la page, et puis on leur indique un peu la ritournelle. Donc, c'est ça, enfin, c'est un partage et on chante avec eux. Yamsasa, c'est toi, c'est moi, on ne chante pas tout seul et ils regardent, non, on chante avec eux. Donc, on s'amuse ensemble. Et c'est ça qui fait qu'on aime ça. On aime le chanter Noël, c'est comme ça que nous, Yamsasa, on vit le cantique. Antchek Anticla, c'est quand même un concept unique. 4 dates, 4 communes, avec 3 groupes majeurs, le tout offert gratuitement par ATV et ses partenaires. De votre point de vue, qu'est-ce que ce type d'initiative apporte de plus au cantique, au chanter Noël, par rapport aux événements privés ou dans des salles fermées ? C'est un autre concept qui est intéressant parce que ça permet aussi à ceux qui ne peuvent pas être dans un chanter Noël chez particulier ou autre de venir. Ils sont là, ils partagent. Et non seulement pour les gens, ça permet aussi et puis aussi pour le tourisme. Aussi, il y a aussi les touristes. Il y a les touristes parce qu'on en a vu au Diamant, on en a vu aussi à Saint-Joseph. Et donc c'est intéressant et puis ça fait partie de l'économie du pays. Et donc voilà, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Comment vous gardez l'équilibre entre le respect du texte sacré du cantique et l'apport de nouvelles sonorités, de modernité ? Enfin, là, moi, je compose des ritournelles. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir que la plupart du temps, les ritournelles sont faites, c'est des comptines, c'est des faits divers. Et il faut savoir respecter aussi le cantique, qui est, comme vous dites, un cantique religieux parfois aussi. Mais ça reste toujours quelque chose de convivial. Et il ne faut pas non plus sortir dans... Il y a une limite. La limite, c'est toujours chanter. Et puis, faut pas... Parce qu'en fait, je vois un peu votre question. Et aussi, il y a le carnaval qui vient après. Ce sont 2 choses différentes. Et donc, il faut toujours rester dans l'esprit de Noël. L'esprit de Noël et ce qu'on essaie de faire. Voilà. Et aujourd'hui, un chanter Noël, c'est une grosse logistique, c'est des balances sonores, des répétitions rigoureuses, répétées. Est-ce que la spontanéité d'autrefois ne s'est pas un peu perdue ? Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, je sais que moi, j'ai été bercé dans cela, parce que j'avais une grande tante qui elle était guide de Martinique, et j'allais souvent avec elle.
Et c'était ce que j'aimais. On jouait avec les bouteilles et tout. Donc ça, c'est ce que j'ai connu. Mais au fur et à mesure, c'est une modernisation. Mais ça reste toujours, la tradition demeure. Et donc, à partir du moment où on garde le cantique, parce que même aussi maintenant, nous avons les applications. Avant, il y a des gens qui aiment le cantique, le livre, mais il y a d'autres maintenant qui ont l'application. Tout se modernise et bon, mais le cantique demeure, le chant de Noël demeure, et ça, c'est le plus important. Et pour terminer, pour ceux qui hésitent encore à se rendre au Vauclin demain, est-ce que vous auriez un message? Alors, Yom Sasa, comme on dit chez nous, notre hymne, c'est Yom Sasa, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et on dit aussi, prends canticou, prends un petit coup et venez chanter pour nous. Donc on attend les gens demain. Avec modération, toujours. Avec modération, bien sûr. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On le rappelle aux téléspectateurs, le rendez-vous, c'est demain au Vauclin sur la place des Fêtes à 19h30. Et c'est une légende musicale qui revient sur le devant de la scène. Kali est de retour avec un nouveau titre, Kalinago, le premier single d'un album prévu pour mars prochain. Une bonne nouvelle pour ses fans. Yvan Lemar a rencontré l'artiste. Regardez plutôt. Kalinago, ça s'appelle. C'est une chanson qui parle des Kalinago, de leur univers, comment les conquistadors sont arrivés, qu'ils ont foutu le feu partout et qu'ils ont tué. Donc ça fait un voyage dans l'univers Kalinago, vraiment. Je suis monté à Maripasoula dans une tribu Kalinago et j'ai passé une semaine avec eux. Bon, on a fait du théâtre, de la musique, c'était vraiment super, avec une troupe de théâtre qui s'appelle Théâtre La Ruche. Et le morceau est venu comme ça, c'était un vieux morceau, je pense, guyanais. Nanae, nanao. Et puis c'est devenu Rabada, Rabada. C'est ça qui annonce l'album. Bon, après, l'album est dans une direction comme ça. On va parler de la Martinique, on va parler il y a une chanson qui s'appelle Mon Indépendance, qui est a cappella. Et voilà, il y a plein de trucs un peu nouveaux. Et puis, il y a tous les sons habituels de Kali, avec une sonorité un peu plus moderne. Et puis, il y a des chansons plus modernes. Passons au sport. Le week-end sera marqué par l'ouverture de la saison cycliste avec le Grand Prix de Rivière-Pilote. Au programme également en automobile, le rallye des champions qui débute ce soir et se déroulera jusqu'à dimanche. Les Yoles seront aussi de la sortie avec la deuxième journée de championnat. Et côté sport collectif, suite des championnats en football, hand ou basket notamment. Tous les détails de l'agenda avec Karil Chassol. Les amateurs de sport automobile sont sur le pont depuis 19h à l'occasion du rallye des champions, trophée l'univers du pneu. Les deux premières spéciales se déroulent entre le Robert et le François. 6 autres sont prévues demain dans le sud de l'île et 6 nouvelles sont programmées dimanche. Sport mécanique toujours, nos cyclistes effectuent leur rentrée dimanche à l'occasion du Grand Prix de Rivière-Pilote. Au menu, un peu plus de 101 km avec départ et arrivée à Rivière-Pilote. Une première avec un peloton qui ne devrait pas être très fourni. Les Yoleurs, eux, seront toujours dimanche à Trinité à l'occasion de la deuxième journée du championnat. La première des deux courses est prévue à 10h. Sport collectif en football, la 11e journée du championnat de Régional 1, débutée mercredi par la victoire du club franciscain 3-1 au départ du club péléen, se poursuit ce soir 20h par 3 rencontres, dont le choc Club colonial Samaritaine à Louis-Achille. L'émulation reçoit l'Aiglon et le Golden Lion sera face au CO Trinel à Saint-Joseph. Demain 15h30, l'US Robert accueille l'Inter de Sainte-Anne et à 19h, 2 matchs clôtureront cette journée. Golden Star RC Saint-Joseph à Dillon et AS Mont-des-Es Espoir au Mont-des-Es. En futsal, la 12e journée du championnat s'ouvre demain 20h au Lorrain par Éveil de Carabin FC Saléen. Toutes les autres rencontres auront lieu dimanche entre 14h et 19h à Corridon, au Morne-Rouge, au Lamentin et à Saint-Joseph. En handball, 4 des 5 rencontres dans la 9e journée du championnat de pré-national se déroulent ce soir 20h.
Étoile de Gondo HBC Pilotin au Lamentin, Phoenix Franciscain AS Rapid Club au François, Ugiro Doutesté Lamantinois à Corridon, mais aussi et surtout le choc, Entente Meg Réveil Sportif à Trinité. Demain 20h, l'Arsenal reçoit le Club Sport. Chez les hommes, 4 rencontres sont prévues ce soir 21h30, Étoile de Gondo USC Citron au Lamentin, Gauloise Réveil Sportif à Trinité, Phoenix Franciscain Dillon Doubout au François et Ugiro Douteffer Roche-Carré à Corridon. Demain 18h, l'Espoir de Floréal reçoit le Club Sport. En basket féminin, la plupart des rencontres de la 8e journée du championnat de pré-national se déroulent demain entre 18h et 18h30. Un match est prévu dimanche, 17h. Chez les hommes, tous les matchs sont programmés demain à 20h et 20h30, dont un alléchant Golden Star, Rebond Pilotin. En volleyball féminin, dans la poule A, en match en retard de la 3e journée, le VV Pilotin reçoit ce soir 20h le MUC. Dans la poule B, dans le cadre de la 7e journée du championnat, dimanche 9h, l'Aiglon sera face à Team Pulse. Chez les hommes, à l'occasion de la 8e journée, l'Espoir affronte demain 21h le RC Rivière Pilote à Sainte-Luce et dimanche 10h, Team Pulse sera opposé à l'Empire. Enfin, les adeptes de sport de combat, et notamment de kickboxing, ont rendez-vous demain 19h à l'IMS à l'occasion de la Nuit du Phénix. 8 combats sont au programme avec des boxeurs de l'Hexagone, de l'Île-Sœur et bien évidemment de Martinique. Ce soir encore, terminons sur un geste solidaire. Si vous souhaitez donner votre sang demain, rendez-vous à la Maison du Don de Dillon, immeuble Le Filst, de 10h30 à 17h. Avant de clore cette édition, je vous rappelle la principale actualité. Au dernier jour du procès de Johan Cupit, le tribunal a rendu son verdict. 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre du prévenu, dont 20 ans de sûreté incompressible. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Toute l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube ATV97. Dans un instant, découvrez une nouvelle recette avec Prisca Morjon dans la Martinique dans l'assiette. À 20h, Angle de vue, présenté par Marie Tricot. Et à 20h30, votre JT du web. Bon week-end sur ATV et à très bientôt.